Elle n'avait pas le droit d'être là, mais l'air de l'hôtel particulier du milliardaire était glacial. La file de la gouvernante partageait le sol avec lui, déclenchant une réaction qui allait tout changer. Dans un hôtel particulier, vibrant du luxe, d'une soirée de bienfaisance, un père milliardaire se trouvait piégé, forcé d'afficher un sourire tandis qu'il regardait sur l'écran granuleux de son téléphone. Son fils malade, grelotté violemment, dans une chambre d'enfant 3 étages plus haut. Le garçon en convalescence après une pneumonie était seul dans une pièce dont le chauffage était en panne. La professionnelle grassement payée pour veiller sur lui avait ignoré le danger, le laissant dans le froid mordant. Mais un autre enfant se déplaçait dans l'ombre. Sophie, 10 ans, la fille d'Hélène, la gouvernante, avait reçu l'ordre de rester cachée. Maintenant, guidée par un bruit désespéré, elle s'apprêtait à faire un choix qui allait soit sauver une vie, soit détruire la sienne. Un thermostat défectueux allait changer à jamais le destin de 2 familles. Mark Copeland fixait l'image brouillée sur l'écran de son téléphone. Pourquoi son fils David était-il recroquevillé sur le sol avec la fille de la gouvernante? La musique de la soirée caritative faisait vibrer les sols de marbre de l'hôtel particulier Copeland. En bas des centaines des plus riches mécènes de Paris se mêlait une coupe de champagne à la main, admirant les œuvres d'art. L'événement soutenait l'Hôpital des enfants de Paris, une cause que Mark Copeland défendait avec une précision mécanique. Lui-même se tenait près du grand escalier, son smoking impeccable, son sourire étudié. Il hochait la tête à un député, serrait la main d'un banquier et se sentait pourtant profondément, désespérément seul. Il détestait ces réceptions. Elles étaient une fonction nécessaire de sa vie, une mise en scène de richesse. Mais ses pensées n'étaient pas tournées vers les dons. Elles étaient 3 étages plus haut dans l'aile est, auprès de son fils. David avait 8 ans. C'était un garçon calme, frêle, pour son âge encore convalescent, après une grave pneumonie qui l'avait conduit à l'hôpital 2 semaines plus tôt. Il était fragile, et depuis la mort de sa femme, 3 ans auparavant, Mark avait tenté de combler le vide avec du personnel de sécurité, des précepteurs spécialisés et les meilleurs nounous que l'argent pouvait acheter. Il s'accorda un bref instant d'évasion. Il sortit son téléphone de sa poche et toucha l'icône des caméras de surveillance de la chambre d'enfant. Sa mâchoire se contracta. L'image était nette. David était dans son lit, mais il tremblait violemment, les genoux ramenés contre la poitrine. La couette coûteuse était tombée à sa taille. Il paraissait minuscule et terrifié. « Où est-elle » murmura Mark. Il fit glisser l'écran vers la caméra du couloir. Rien. Il vérifia celle de la chambre attenante, celle de la nounou. Vide. Il revint à l'image de la chambre de David juste au moment où la porte s'ouvrait. Madame Lefebvre, la gouvernante de nuit, entra d'un pas pressé. C'était une femme sévère d'une 50aine d'années, hautement recommandée et très bien rémunérée. Mark la regarda sur le petit écran tandis qu'elle s'approchait du lit. Elle toucha le front de David, non pas avec douceur, mais avec une efficacité mécanique. David murmura quelque chose trop bas pour que le micro le saisisse. Madame Lefebvre hocha la tête vers le mur et toucha le thermostat numérique. L'écran afficha brièvement 15 de degrés, puis s'éteignit. Elle le tapota, encore fronça les sourcils, puis sembla renoncer. Elle remonta la couette jusqu'au menton de l'enfant, lui tapota 2 fois la tête et quitta la pièce laissant la porte entr'ouverte. Mark Copeland cessa de respirer. Une rage froide et tranchante l'envahit. Le chauffage de l'aile est était en panne depuis des jours. Il avait demandé à sa sœur Jessica de le faire réparer immédiatement. Apparemment, elle ne l'avait pas fait. Et Madame Lefebvre, à qui il confiait la santé fragile de son fils, venait de quitter un enfant malade dans une pièce glaciale. Il voulait courir, monter les marches 4 à 4 et la renvoyer sur le champ. Mais il était piégé. Le ministre s'avançait la main tendue, un large sourire politique aux lèvres. Mark Copeland.
Industriel et philanthrope, devait jouer son rôle. Il remit son téléphone dans sa poche, l'image de son fils, grelottant brûlant encore derrière ses yeux. Dans la cuisine de service en sous-sol éclatante de lumière et saturée de chaleur, Hélène Moreau essuya une feuille de persil tombée sur un plateau d'argent. Elle était la gouvernante en chef, mais ce soir, elle faisait aussi office de responsable du service traiteur. L'agence engagée par la sœur de Marc manquait de 2 serveurs. « En avant les plateaux maintenant », ordonna-t-elle d'une voix ferme mais posée. « Monsieur Copeland veut que les feuilletés au saumon circulent. » Dans un petit débarras sec attenant à la cuisine, Sophie Moreau, 10 ans, était assise sur un seau renversé. Ses cheveux blonds étaient attachés en une queue de cheval soignée. Elle lisait un exemplaire usé du Jardin secret. Sophie n'était pas censée être ici. La babysitter avait annulé à la dernière minute pour une urgence familiale. Et Hélène veuve, et sans autre solution, avait été forcée d'emmener sa fille avec elle. « Tu restes ici, Sophie », lui avait-elle ordonné, les yeux pleins d'inquiétude. « Ne sors pas de cette pièce, ne fais aucun bruit. » Si Madame Copeland. Elle se reprit. « Si Mademoiselle Copeland te voit, je pourrais perdre mon emploi. Tu comprends? »« Oui, maman, » avait murmuré Sophie. Elle comprenait les frontières. Toute sa vie en était faite. Elle et sa mère vivaient dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, un monde à part de ce palais de pierre et de verre. Sa mère lui avait appris à être invisible à ranger, sans jamais déranger, à être polie, et surtout à être silencieuse. Mais Sophie portait en elle un autre héritage. Glissée dans son sac à côté de son livre, se trouvait une petite photo encadrée d'un homme en uniforme impeccable. C'était son arrière-grand-père, le capitaine Michel Moreau. Un héros de guerre, disait sa mère, un homme qui n'avait jamais reculé et n'avait jamais laissé personne derrière lui. Sophie, discrète et menue, gardait cette histoire de courage en elle comme une lumière secrète. 1 heure passa. Le personnel de cuisine s'affairait dans un tumulte croissant. Sophie avait soif. Elle avait déjà bu le petit jus de fruits que sa mère lui avait préparé. Le débarras devenait étouffant. Elle devait aller aux toilettes. Elle se glissa dehors et aperçut sa mère près de l'ascenseur de service. « Maman, j'ai besoin d'aller aux toilettes. » Hélène eut un instant de panique. Les toilettes du personnel comptaient déjà 3 serveurs qui attendaient. « Oh, Sophie, écoute-moi bien, » dit-elle en s'agenouillant, les mains posées sur les épaules de sa fille. « Monte par l'escalier de service jusqu'au 2e étage. Pas l'escalier principal, l'autre. Tourne à droite. Il y a une petite salle de bain d'amis à côté du placard à linge. C'est celle qu'on nettoie. Personne de la réception n'y ira. Sois rapide. Ne touche à rien et reviens tout de suite. Oui, maman. » Sophie s'engouffra dans l'étroit escalier de service. Elle gravit les marches rapidement, ses baskets muettes sur le béton. Le 2e étage était un autre monde. L'agitation de la cuisine avait disparu. Ici, tout était calme, l'air froid et immobile. Le tapis épais étouffait le moindre bruit. La musique du gala n'était plus qu'un bourdonnement lointain. Elle trouva le couloir qu'Hélène lui avait décrit. Elle passa devant de grandes portes closes la bibliothèque, le bureau, le cabinet de travail de M. Copeland. Elle allait atteindre la salle de bain lorsqu'elle l'entendit. Ce n'était pas un cri, mais un son sec, comme des feuilles mortes, qui frémissent le claquement rapide et désespéré de dents qui s'entrechoquent. Sophie se figea. La voix de sa mère résonna dans sa tête. « Ne touche à rien. Reviens tout de suite. » Mais la voix de son arrière-grand-père, celle de ses histoires, résonna plus fort. On n'abandonne jamais un homme derrière soi. Elle suivit le bruit. Il venait d'une pièce au bout du couloir. La porte était entr'ouverte. Elle la poussa doucement. La chambre était immense, sombre, glaciale. Un petit garçon était recroquevillé dans un lit gigantesque, tremblant si fort que tout le cadre vibrait.
Son visage éclairé par la lune filtrant à travers les hautes fenêtres était livide, ses lèvres d'un bleu inquiétant. « C'est David », pensa-t-elle, le fils Copeland, celui dont sa mère parlait parfois, le petit toujours malade. « Bonjour », chuchota Sophie. Les yeux du garçon s'ouvrirent. Il était trop transi pour parler. Il la fixait simplement, le souffle court. Sophie, habituée aux appartements mal chauffés, où le radiateur arrivait toujours avec un jour de retard, connaissait ce froid-là. C'était un froid dangereux. Elle courut jusqu'au mur et vit le thermostat. L'écran était noir mort. Elle regarda le lit, la couette était épaisse, mais insuffisante. L'air glacial s'infiltrait par les grandes fenêtres à simple vitrage. Et soudain, elle sut d'une certitude instinctive que l'endroit le plus chaud d'une pièce froide n'était jamais le lit, mais le sol à l'abri des courants d'air. « Il faut te réchauffer », dit-elle d'une voix qui prit soudain une autorité qu'elle ne se connaissait pas. Elle s'approcha du lit. « Je m'appelle Sophie. Ma maman travaille ici. Tu es gelé. » David ne répondit pas, tremblant encore. Il était si faible. Sophie attrapa la lourde couette et la tira entièrement du lit, la traînant jusqu'au centre de la pièce sur le tapis de laine épais. « Tu peux marcher », demanda-t-elle. David secoua la tête. Sophie, petite mais vive, passa un bras autour de son dos. « Allez, on doit bouger. » Elle le souleva à moitié, le traîna à moitié jusqu'au tapis. Il gémit sa peau glacée contre la sienne. Elle l'installa sur la couette, puis l'enveloppa soigneusement. Ce n'était toujours pas suffisant, ses dents claquaient encore. Sophie regarda autour d'elle. Aucune autre couverture. « Il faut partager la chaleur », lui avait dit sa mère un jour pendant une tempête d'hiver où le courant avait été coupé. C'est la seule solution. Sophie prit une décision. Elle s'allongea sur le tapis, tout contre le mur à côté de David. Elle tira les bords épais de la couette sur eux deux, créant une petite tente partagée. Puis elle pressa son petit corps chaud contre le dos du garçon en roulant un bras autour de lui. « Ça va aller », murmura-t-elle, sa voix étouffée par le tissu. « Mon arrière-grand-père disait, il faut simplement tenir jusqu'à ce que la cavalerie arrive. On doit juste tenir. » Les tremblements de David ne cessèrent pas complètement, mais s'apaisèrent. Il se blottit un peu plus contre sa chaleur, laissant échapper un petit soupir de reconnaissance. Sophie le serra dans ses bras, fixant l'obscurité, se demandant si la cavalerie viendrait vraiment, tout en sachant avec une certitude absolue qu'elle allait avoir plus d'ennuis qu'elle n'en avait jamais eu de toute sa vie. Mark Copeland tint exactement 7 minutes. Le ministre était en plein récit d'une partie de pêche lorsque la patience de Mark céda. Le ministre, « Excusez-moi, mon fils. » Il n'attendit pas de réponse. Il se tourna et se dirigea rapidement vers le grand escalier. Les invités s'écartèrent stupéfaits. Un autre milliardaire n'abandonne pas sa propre réception. « Mark, où vas-tu? » Sa sœur Jessica Copeland se hâta de le suivre, ses diamants étincelant sous les lustres. Jessica était une femme qui plaçait les apparences au-dessus de tout. Voir son frère quitter la salle, ainsi était une catastrophe sociale. « Le chauffage dans la chambre de David », dit Mark d'une voix basse et grondante, en gravissant les marches 2 à 2. « Tu devais le faire réparer. »« J'ai appelé les services techniques », balbutia Jessica essoufflée. « Ils ont dit que c'était un petit problème de capteur. » Mark, de quoi s'agit-il exactement? Mark ne répondit pas. Il vérifia encore son téléphone. Le flux vidéo de la chambre de David était brouillé presque statique. Il remit l'appareil dans sa poche et accéléra le pas. Il atteignit le palier du 2e étage et s'engagea dans le couloir sombre et silencieux. Jessica le suivait haletante. « Mark, tu fais un scandale. Qu'est-ce qui te prend? » Mark ouvrit brusquement la porte de la chambre de David. La scène qui s'offrit à lui coupa le souffle. Pendant une seconde terrifiante, il fut incapable de comprendre ce qu'il voyait. Une masse de couvertures au sol, une mèche de cheveux blonds,
Sa première pensée brute et sombre fut qu'il était arrivé quelque chose, que quelqu'un avait blessé son fils. « David !» cria-t-il se précipitant en avant. Sophie sursauta haletante, jaillissant de sous la couette. Elle se redressa d'un bond, les yeux agrandis par la peur, les mains levées, comme pour se protéger d'un coup. David, effrayé, essaya de s'asseoir, mais il était trop faible. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marc, sa voix résonnant dans la pièce glaciale. « Mon Dieu !» s'écria Jessica, enfin arrivée. Elle vit Sophie en simple jean, épaules debout, près de la masse de couverture où reposait l'héritier Copeland tremblant. « Toi, que fais-tu là? Éloigne-toi de lui. » Jessica saisit le bras de Sophie, ses doigts s'enfonçant dans le frêle biceps de la fillette. « Qui es-tu? »« Hélène » appela Marc tandis que sa voix grondait. Hélène, qui attendait anxieusement près de l'escalier de service, entendit le cri. Elle se mit à courir dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Elle s'arrêta net sur le seuil, le visage vidé de tout sang. Elle vit Marc Copeland, le visage fermé, comme l'orage. Elle vit Jessica tenant sa fille comme une coupable. Et elle vit David, livide malade, recroquevillé au sol. « Mademoiselle. »« Sophie. »« Qu'as-tu fait ?» murmura Hélène, sentant son emploi, sa vie entière lui échapper. « Elles étaient par terre avec lui, » accusa Jessica, pointant la couverture. « Dieu sait ce qu'elle faisait. »« J'avais froid, » chuchota David. Les mots bien que faibles traversèrent le tumulte. Marc, figé dans une tempête de confusion et de colère, retrouva soudain son attention. Il s'agenouilla près de son fils. Il toucha sa joue, elle était glacée. Il regarda ses lèvres encore bleutées. « J'avais si froid, papa », répéta David, les dents serrées par les frissons. « Le chauffage est en panne. » Marc leva les yeux vers le thermostat éteint, vers les fenêtres qui laissaient passer le vent, puis vers le tapis épais de laine. Enfin, il fixa Sophie. Elle se tenait droite, immobile, le visage pâle, les yeux pleins de larmes, mais sans pleurer. Jessica lui tenait encore le bras, mais le menton de la fillette était relevé. « Parle !» ordonna Marc d'une voix plus douce mais pressante. Sophie déglutit. « Il tremblait, monsieur, » dit-elle, sa voix tremblante mais claire. « Je l'ai entendu depuis le couloir. La chambre était trop froide. Le lit est près de la fenêtre. J'ai su que le sol serait plus chaud, le tapis est en laine. » Marc regarda les couvertures. « Et toi ?» demanda-t-il. « Il faut partager la chaleur, monsieur, » dit simplement Sophie, comme si elle expliquait un phénomène naturel. « C'est ma maman qui me l'a appris, et elle le tenait de mon arrière-grand-père. » Marc regarda tour à tour la fillette de 10 ans, sa sœur encore crispée d'indignation, Hélène, qui semblait sur le point de s'évanouir, et son fils qui tremblait encore, mais dont les lèvres n'étaient plus bleues. Marc Copeland prit 3 décisions, en moins de 5 secondes. Il pointa un doigt vers Jessica. « Lâche-la. » Stupéfaite, Jessica relâcha le bras de Sophie. Il se tourna vers Hélène. « Votre service est terminé. Vous et votre fille resterez ici cette nuit dans l'aile sud des invités. Elle est chauffée. » Hélène le regarda, incapable de comprendre. « Monsieur, et vous ?» dit Marc, en se tournant vers Sophie. Il la considéra longuement, en silence. Il vit ses baskets usées, sa posture fière et l'absence totale de peur dans ses yeux. « Toi, » dit-il, la voix légèrement brisée, « tu viens de sauver la vie de mon fils. » Il se tourna de nouveau vers sa sœur et la fureur froide revint. « Madame Lefebvre, qu'on lui dise de faire ses valises. Elle a 10 minutes pour quitter la propriété avant que j'appelle la police. »« Marc !» s'exclama Jessica suffoquée. « Tu ne peux pas. »« Je peux, » coupa-t-il. « Sortez tous, sauf Hélène et Sophie. » Jessica, humiliée, quitta la pièce sans un mot. Marc prit David dans ses bras, l'enveloppant dans la lourde couette. Puis il se tourna vers Hélène figée. « Venez, s'il vous plaît. Mon fils a froid. »
Et je crois que votre fille est la seule personne dans cette maison qui sache quoi faire. » Ce fut une réaction qui fit l'effet d'un choc dans tout l'hôtel particulier. Ce n'était pas de la colère face à une infraction au protocole, ni de la méfiance, c'était une gratitude brute, incrédule. Et pour Mark Copeland, ce fut le début d'un changement qui allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la valeur, la loyauté et la force. Mark traversa sa propre maison comme s'il la voyait pour la première fois. Il portait David, enveloppé dans la couette, son petit corps, enfin détendu sous la chaleur transmise par celui de son père. Hélène et Sophie suivaient à 2 pas derrière dans un silence chargé d'incertitude. « Maman », chuchota Sophie glissant sa main dans celle de sa mère. « Je suis désolée. J'ai entendu du bruit. »« Chut, Sophie. Pas maintenant. » souffla Hélène, les yeux fixés sur le dos, tendu de M. Copeland. Chaque pas sur le tapis moelleux la rapprochait un peu plus du renvoi. Elle avait enfreint la seule règle qu'elle s'était jurée de respecter, ne jamais laisser sa fille être vue encore moins impliquée. Ils quittèrent le verre froid et moderne de l'aile est et pénétrèrent dans l'aile sud. Cette partie de la demeure plus ancienne avait été construite par le grand-père de Mark. Les murs étaient lambrissés d'un bois sombre et chaud. L'air adouci portait une odeur de cire et de vieux livres. Mark ouvrit la porte de la plus grande suite d'amis. Un feu crépitait déjà dans la cheminée, allumée plus tôt par le personnel au cas où un invité du gala souhaiterait se reposer. La pièce baignait dans des tons de jaune doux et de rouge profond. « Posez-le ici », ordonna Mark, désignant le grand lit à baldaquin. Hélène s'empressa de tirer le couvre-lit de soie. Mark déposa David, le dégageant des couvertures qui l'enveloppaient. Le garçon ne tremblait plus, mais sa peau restait pâle et marbrée. « Hélène, » dit Mark d'un ton sec, tout à faire. « Appelez le docteur Lambert. Son numéro est dans l'annuaire de la maison. Dites-lui que c'est un code 1. Il comprendra. »« Oui, monsieur. » Hélène se dirigea vers le téléphone ancien posé sur le bureau. Mark se tourna vers Sophie. Il ne l'avait pas vraiment observée jusqu'à présent. Il vit une petite fille aux yeux bleus sérieux et intelligents. Elle ne tordait pas ses mains. Elle ne pleurait pas. Elle le regardait simplement fixement. « Toi, dit-il, tu n'as pas froid. » Sophie secoua la tête. « Non, monsieur, j'ai mon pull. » Mark ressentit une étrange gêne, un mélange de malaise et de respect. C'était un homme de chiffre d'achat, de prévision. Il ne savait pas parler aux enfants, pas même aux siens. Il savait fournir, pas réconforter. « Tu as parlé du sol du tapis, » dit-il plus pour lui-même que pour elle. « Comment savais-tu cela? »« La chaleur monte, monsieur, » répondit Sophie doucement. « Mais le froid venant d'une fenêtre descend. C'est ce qu'on appelle la convection. L'air froid pousse l'air chaud vers le haut et glisse sur le sol. Mais un lit, c'est haut, l'air froid passe en dessous. C'est comme dormir sur un pont. » Mark la fixa interdit. « La convection. Et le tapis en laine, » ajouta Sophie désignant celui de la pièce. « C'est un bon isolant meilleur que le bois. Le froid reste piégé dessous, mais le dessus garde la chaleur de la pièce. » Hélène, la main posée sur le combiné, se tourna vers lui. « Le docteur Lambert est en route, monsieur. 10 minutes. »« Merci, » dit Mark, les yeux toujours posés sur Sophie. « Où as-tu appris ce qu'était la convection? »« Mon arrière-grand-père, » répondit-elle. « Il s'est battu dans les montagnes pendant la guerre. Il a appris à ma maman comment survivre au froid, et elle me l'a appris à son tour. » Avant que Mark ne réponde, une vibration monta de sa poche. Il sortit son téléphone. C'était le coordinateur du gala. Il coupa l'appel. Un autre message arriva, un texto du ministre. « Mark, j'espère que tout va bien. Je dois partir. On se voit la semaine prochaine. La soirée. » Il l'avait oublié. Elle se poursuivait encore 3 étages plus bas, mer de richesse et de bruit. Et lui se trouvait ici dans une chambre chaude, avec son fils à moitié gelé et la fille de sa gouvernante. « Monsieur, » osa Hélène d'une voix tremblante. « À propos de Madame Lefebvre,
Et de Sophie, je ne sais comment m'excuser. Je lui avais dit de rester dans le débarras. Je l'ai juste envoyée aux toilettes du personnel. Je n'aurais jamais imaginé. Marc leva la main. Le geste était net, définitif. Hélène, assez. La bouche d'Hélène se referma aussitôt. Vous ne vous excuserez pas, dit Marc, sa voix basse et intense. Vous ne vous excuserez pas parce que votre fille a fait ce qu'une nounou, à 120 000 € par an, n'a pas su faire. Vous ne vous excuserez pas parce qu'elle est intelligente, ni parce qu'elle est courageuse. Il se tourna vers Sophie. Tu as désobéi à ta mère. Sophie tressaillit, puis hocha la tête. Oui, monsieur. On t'avait dit de revenir tout de suite. Tu as entendu un bruit et tu es allé vers lui. Oui, monsieur. Il avait l'air d'avoir peur. Et toi, tu n'as pas eu peur. Sophie réfléchit un instant. Elle baissa les yeux vers ses baskets usées, puis leva à nouveau le regard vers lui. J'avais peur d'avoir des ennuis, dit-elle doucement. Mais David semblait avoir froid. Le froid, c'est différent. Le froid ne peut pas attendre. Les ennuis ici. Mark Copeland sentit le monde basculer sous ses pieds. Il payait des gens pour leur expertise. Il payait pour la sécurité, pour les soins, pour les conseils. Il achetait ce qu'il y avait de mieux. Madame Lefebvre était la meilleure. Sa sœur qui gérait la maison était censée être la meilleure. Et toutes avaient échoué. La seule qui avait réussi, c'était une fillette de 10 ans. Une enfant qui comprenait les lois simples et impitoyables de la survie. Une enfant que personne ne payait. Le docteur Lambert arriva comme promis en moins de 10 minutes. C'était un homme pragmatique médecin de la famille Copeland depuis 30 ans. Il entra dans la suite d'amis, jeta un regard rapide sur la scène. Marc en smoking, Hélène en uniforme noir. Sophie debout près du feu, puis se mit au travail. Une pneumonie, le roux et le froid par-dessus mauvais, mélange Marc. Grogna-t-il en écoutant la poitrine du garçon avec son stéthoscope. La nounou a été renvoyée, répondit Marc sèchement. Bien. Le docteur vérifia la température de David. 35,8. Basse mais pas alarmante. Il se réchauffe. Les frissons ont cessé. Il regarda le garçon, maintenant éveillé, observant tout d'un regard fatigué. « Tu es un garçon chanceux, David. Attraper un froid comme ça aurait pu te retarder des semaines dans ta guérison. On aurait pu risquer une rechute. Un autre séjour à l'hôpital. » Le sang de Marc se glaça. Un autre séjour. Les semaines passées dans cette chambre blanche stérile, à regarder son fils lutter, pour chaque souffle revinrent le hanter. « Mais il va bien, » dit le docteur Lambert en rangeant son matériel. « Grâce à... » Il regarda Sophie. « Voici Sophie Moreau, » dit Marc d'une voix épaissie par l'émotion. « La fille d'Hélène. »« Ah !» Le docteur lui sourit. « Eh bien, mademoiselle Moreau, vous avez de bons réflexes, meilleurs que beaucoup d'adultes. Ce petit tour du sol et de la couverture lui a sans doute évité une visite aux urgences. Vous voulez un emploi. » Sophie cligna des yeux. « J'ai 10 ans, monsieur. » Le médecin rit doucement. « Une blague. Gardez-le au chaud. Du bouillon demain matin. Qu'il dorme. Il sera parfaitement remis au lever du jour. » Le docteur partit. Marc le raccompagna jusqu'à l'ascenseur de service. Quand il revint, la pièce avait changé. Hélène était assise sur le bord d'un fauteuil de velours épuisé. Sophie, elle ne l'était pas. Elle avait pris les choses en main. Elle avait trouvé un verre dans la salle de bain, l'avait rempli d'eau et le tenait pour David, qui buvait à petites gorgées. « Ça va mieux ?» demanda-t-elle. David hocha la tête. « J'ai encore un peu froid. »« Je sais, » répondit Sophie. « Mais le feu va bientôt réchauffer la chambre. Il faut juste attendre. » David la regarda, la curiosité, reprenant le dessus sur la fatigue. « Qui es-tu? »« Je m'appelle Sophie. Ma maman, c'est Hélène. Elle est gouvernante ici. »« Oh, fit David.
Il connaissait Hélène, cette femme discrète, qui apparaissait et disparaissait sans un bruit, toujours occupé à nettoyer. Il n'avait jamais vu Sophie. « Pourquoi étais-tu par terre avec moi? »« Pour te réchauffer, » dit Sophie. « Ça s'appelle le réchauffement par contact. C'est mon arrière-grand-père qui me l'a appris. »« Le soldat ?» demanda David. Le visage de Sophie s'éclaira. Elle s'assit sur le bord du lit, à distance respectueuse. Oui, le capitaine Michel Moreau. Il était très courageux. Elle fouilla dans son sac qu'elle avait récupéré dans le couloir et en sortit un petit cadre en argent. Elle le tendit à David. Marc se tenait dans l'ombre près de la porte, les observant. David examina la photo. L'homme sur la photo était jeune dans un uniforme impeccable, le menton haut. Il avait l'air de pouvoir commander des armées. Il avait l'air sérieux. « Il l'était », dit Sophie. Il s'est battu dans un endroit où les montagnes étaient si hautes que la neige ne fondait jamais. Il disait que le froid était un ennemi pire que les autres soldats. Le froid était silencieux et il ne dormait jamais. « Que lui est-il arrivé ?» demanda David à voix basse. « Une fois, » répondit Sophie, sa voix prenant le ton d'un conte, lui et un autre soldat ont été pris dans une tempête de neige. Leur radio était cassée. Ils étaient coincés dans un petit trou creusé dans la neige. L'autre homme voulait dormir. Il disait qu'il faisait trop froid pour rester éveillé. Mais mon arrière-grand-père savait que si on s'endort dans ce genre de froid, on ne se réveille pas. « Qu'a-t-il fait ?» demanda David, captivé. « Il a fait ce que j'ai fait avec toi, » dit Sophie. Il les a enveloppés tous les deux dans une même bâche et il a parlé. Il lui a raconté des histoires toute la nuit, des histoires de chez lui, de pêche de son chien. Il l'a tenu éveillé jusqu'au lever du soleil quand l'équipe de secours les a retrouvés. Il lui a sauvé la vie simplement en partageant sa chaleur et ses histoires. Les paupières de David étaient lourdes, mais il écoutait chaque mot et il disait toujours, conclut Sophie en reprenant doucement la photo, qu'on n'a pas besoin d'une grande armée pour être un héros. Il suffit de voir qui a froid et de partager sa couverture. Les yeux de David se fermèrent enfin. Il s'endormit respirant calmement pour la première fois depuis des semaines. Marc Copeland resta près de la porte, le cœur serré. Lui, un homme qui dirigeait un empire mondial, avait tenté de soigner son fils avec des machines, des nourrices, des ailes climatisées. Et cette fillette l'avait sauvé avec un tapis de laine et une histoire. Il ressentit une honte profonde, déroutante. En bas, le gala touchait à sa fin. Le ministre était parti. Les grands donateurs récupéraient leurs manteaux. La soirée, d'un point de vue financier, était un succès. Mais Jessica Copeland bouillonnait de rage froide. Marc n'était pas revenu. Il l'avait humilié, sa propre sœur, comme une domestique réprimandée devant un enfant. Il avait renvoyé la meilleure nounou de Paris. Il avait installé la gouvernante dans l'aile privée des invités. C'était une rupture de protocole, une rupture de classe. Elle quitta la grande salle, ses talons claquant furieusement sur le marbre. Le personnel nettoyait encore et elle aperçut le sac et le manteau d'Hélène près de l'entrée de service. Elles étaient donc toujours là. Jessica prit l'ascenseur de service jusqu'au 3e étage, évitant l'aile sud, et se rendit directement à l'aile est. Elle y trouva Madame Lefebvre, le visage pâle et strié de larmes, refermant une valise. « Madame Lefebvre, c'est un scandale », dit Jessica en refermant la porte. « Il vient de me renvoyer », murmura la nounou horrifiée. Le chauffage était en panne. J'ai mis une couverture de plus. Que pouvais-je faire? Il allait bien. Il n'allait pas bien, trancha Jessica. Il avait froid, et vous l'avez laissé. Mais ce n'est pas la question. Le problème, c'est que mon frère a réagi de manière excessive. Et s'il a ça, il a été influencé par la gouvernante. La gouvernante, répéta Madame Lefebvre, interdite. Oui, Hélène Moreau. Et sa fille, une étrange petite blonde. Elles sont maintenant dans l'aile sud avec mon neveu. Madame Lefebvre la regarda déconcertée. Je ne comprends pas.
L'esprit de Jessica tournait à toute vitesse. Mark n'est plus lui-même. Il est stressé en deuil. Il s'accroche à cette histoire de sauvetage héroïque. C'est ridicule. Cette fille n'avait rien à faire dans cette aile. Elle a probablement laissé la porte ouverte, elle-même fait entrer le froid, puis jouer la petite héroïne pour obtenir de la sympathie ou de l'argent. Vous pensez vraiment cela? Demanda la nounou, cherchant désespérément à y croire. J'en suis certaine, mentit Jessica. Ces gens-là voient une occasion. Un père célibataire, un enfant malade. C'est un scénario classique. Elle tapota le bras de Madame Lefebvre. Allez au Grand Yacht, au centre-ville. Mettez la chambre sur le comte Copeland. Je m'occuperai de mon frère demain matin. Cette histoire n'est pas terminée. Merci, mademoiselle Copeland. Merci. Jessica hocha la tête résolue. Elle ne laisserait pas une fillette de 10 ans. Et sa petite mère effacée, bouleverser l'ordre de cette maison. C'était sa maison. Marc payait les factures, mais c'était elle qui la dirigeait. Elle descendit le couloir vers l'aile sud. Elle trouva la suite d'amis. La porte était entr'ouverte. Elle s'apprêtait à entrer quand elle entendit la voix d'Hélène. « Monsieur, je dois insister. Nous ne pouvons pas rester ici. Ce n'est pas juste. Je peux ramener Sophie chez nous. Les bus circulent de nouveau. Nous irons très bien. Je reviendrai demain matin, c'est pour mes tâches. » Jessica s'arrêta écoutant. Bien, pensa-t-elle. Au moins la mère a encore un peu de bon sens. Puis elle entendit la voix de Marc aussi froide et claire qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Hélène, j'ai dit que vous restiez. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. »« Mais, monsieur, ma fille... » »« Votre fille, » répondit Marc, « dort dans le fauteuil. Elle a refusé de prendre l'autre lit. Elle a dit qu'il était trop luxueux. » Jessica entendit un petit rire sec. C'était Marc. Il riait. « Elle dort. » poursuivit-il, tenant le sac à dos qui contenait la photo d'un héros de guerre. D'un homme qui comprenait le devoir. Pendant ce temps, mon fils dort lui aussi en sécurité pour la première fois depuis 1 mois. Et vous voulez emmener votre fille à un arrêt de bus au milieu de la nuit. C'est juste que... Nous n'avons pas notre place ici, monsieur, dit Hélène, la voix pleine d'angoisse. Et c'est là, répondit Marc. La voix se durcissant, que vous vous trompez. Ce soir, vous et Sophie êtes les 2 seules personnes dans cette maudite maison qui semblent appartenir quelque part. Vous resterez. Vous dormirez dans le lit. Votre fille dormira, et c'est la fin de la discussion. Jessica Copeland recula lentement de la porte, le visage pâle de fureur. Il n'était pas seulement reconnaissant, il était impressionné, séduit. Ce n'était plus une simple question de protocole, c'était une menace. Une menace pour sa position, son autorité et pour la structure même de la vie qu'elle avait bâtie. Elle retourna dans sa suite, s'assit à son bureau et prit le téléphone. Elle ne composa pas le numéro de l'hôtel. Elle appela son avocat. « Robert, c'est Jessica Copeland, » dit-elle d'une voix aussi lisse que la glace. « J'ai besoin que vous fassiez une enquête complète. Hélène Moreau et sa fille Sophie. Et je veux tout savoir sur un certain capitaine Michel Moreau. »« Oui, j'attends. » Sophie Moreau se réveilla à l'odeur du café et du bacon. Elle se redressa la nuque raide. De l'autre côté de la pièce, sa mère se tenait près de la fenêtre, vêtue du même uniforme noir que la veille. Elle n'avait pas dormi dans le lit. Sophie le savait. Elle avait passé la nuit dans le fauteuil veillant sur elle et sur le garçon allongé dans le grand lit. « Maman, » murmura Sophie en dépliant ses jambes. Hélène se retourna, le visage marqué par une fatigue profonde, presque douloureuse. Mais lorsqu'elle vit sa fille, son expression s'adoucit en un sourire triste. « Bonjour mon trésor, tu as dormi. »« Pas toi, » observa Sophie. « J'ai reposé mes yeux, » répondit Hélène, une phrase qui signifiait toujours qu'elle n'avait pas dormi du tout. Dans le grand lit à baldaquin, David Copeland bougea. Il se redressa les cheveux en bataille, les joues rosies d'une chaleur retrouvée.
Il paraissait méconnaissable, comparé à l'enfant tremblant de la veille. « Bonjour », dit-il timidement. Il regarda Hélène puis Sophie. « J'ai faim. » Comme s'il avait été entendu, on frappa doucement à la porte. Ce n'était pas un coup sec ni pressé, mais un toc hésitant, presque poli. Hélène lissa son tablier, reprenant son masque professionnel. « Entrez. » Marc Copeland entra. Ce n'était plus l'homme imposant en smoking. Il portait un simple pull en cachemire gris foncé et un pantalon de laine. Ses cheveux étaient encore légèrement humides, comme après une douche. Il tenait un grand plateau d'argent chargé de nourriture. La surprise figea Hélène. Monsieur Copeland ne portait jamais de plateau. « J'ai supposé que vous auriez faim, » dit Marc d'une voix calme. Il semblait mal à l'aise, comme un homme effectuant un geste pour la première fois. Il posa le plateau sur la table basse devant la cheminée. « Monsieur Copeland, vous n'auriez pas dû, » balbutia Hélène en se précipitant. « C'est mon travail. Je peux descendre à la cuisine. »« Hélène, » dit Marc sans dureté, « asseyez-vous manger. » Il se tourna vers son fils. « Comment te sens-tu, David? »« Bien, » répondit le garçon. « J'ai chaud. Et Sophie est là. »« Oui. » Marc tourna les yeux vers Sophie, qui se tenait debout près de sa chaise, les mains jointes derrière le dos. « Sophie, monsieur, » répondit-elle doucement. Marc ressentit à nouveau cette étrange gêne mêlée d'un respect nouveau. Il s'éclaircit la gorge. « J'ai passé les dernières heures à réfléchir à ce que je pourrais te dire. Merci me semble trop petit. Cela ne suffit pas pour ce que tu as fait. J'ai juste aidé à le réchauffer, monsieur, » répondit Sophie simplement. « Non, tu as fait bien plus que ça, » répondit Marc, sa voix gagnant en intensité. « Tu as fait ce qu'une maison entière de professionnels payés n'a pas su faire. Tu as observé. Tu as agi. Tu as été courageuse. » Il plongea la main dans sa poche. C'était un homme qui depuis toujours résolvait les problèmes avec de l'argent. C'était le seul outil qu'il ait jamais vraiment maîtrisé. Il sortit un chéquier et un stylo. « Je veux te récompenser, Sophie, » dit Marc en se dirigeant vers le bureau. « Je veux créer un fonds pour ton éducation pour l'université. » Le souffle d'Hélène se coupa. « Monsieur, non, nous ne pouvons pas accepter cela. Ce n'est pas pour vous, Hélène, » répondit Marc en se tournant vers elle. « C'est pour elle. » Il regarda Sophie, le stylo suspendu au-dessus du chèque. « Ce que tu veux. Dis-moi. Une maison neuve. Une voiture pour ta mère. Tes études payées jusqu'au bout. C'est réglé. » C'était la mise à l'épreuve ultime. Il lui offrait un royaume. Sophie fixa le chéquier. Puis sa mère, dont le visage était pâle, partagé entre la stupeur et la tentation. Puis David, qui la regardait avec curiosité. Enfin, elle leva les yeux vers Marc Copeland. « Non merci, monsieur, » dit-elle doucement. La main de Marc s'arrêta net. « Quoi? »« Je ne peux pas accepter de l'argent pour ça, » répondit Sophie, sa voix claire et menu résonnant dans la grande pièce. « Sophie ne dit pas de bêtises, » murmura Hélène mortifiée. « Monsieur, elle n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas. »« Je comprends, » affirma Sophie, le menton levé. Elle n'était pas insolente, seulement ferme. Mon arrière-grand-père, le capitaine Moreau, a reçu une médaille pour ce qu'il a fait dans les montagnes pour avoir sauvé un homme pendant une tempête de neige. « Ah oui, » dit Marc intrigué. « Ma maman m'a dit que c'est le président qui la lui a remise. » Mais l'homme qui l'a sauvé, le soldat, était riche. Sa famille possédait des chemins de fer. Il a voulu lui offrir une maison. Une grande. Et il l'a prise, demanda Marc en posant lentement le stylo. « Non, monsieur, » répondit Sophie. « Il l'a renvoyé. Il a dit, « On ne paie pas un homme pour faire son devoir. On lui dit merci et on fait son devoir à son tour. » Il a dit, « C'est ce qui maintient le monde debout, faire son devoir. »
Elle prit une petite inspiration. Je ne faisais pas mon devoir parce que je n'étais pas censé être là, mais David avait froid et il avait peur alors. J'ai juste partagé ma couverture. On ne reçoit pas d'argent pour ça. C'est juste ce qu'on fait. Mark Copeland s'assit lourdement dans le fauteuil en face d'elle. Il posa le chéquier sur la table à côté du plateau de bacon et contempla la fillette de 10 ans. Il avait passé toute sa vie d'adulte dans des salles de conseil à manœuvrer dans un monde d'achat hostile, de profit, de compromis. Tout avait un prix. Chaque geste, une motivation. Il connaissait la cupidité, l'ambition, la peur. Mais cela, cette droiture simple, claire, inébranlable, il ne la comprenait pas. « Il t'a bien enseigné », dit Mark d'une voix rauque. « Il a enseigné à ma maman », corrigea Sophie. « Et elle me l'a appris à moi. » Un petit silence apaisé tomba sur la pièce. David, voyant que la tension s'était dissipée, désigna le sac à dos de Sophie. « Tu peux me lire un peu de ton livre. »« Mon livre ?» demanda Sophie. « Celui d'hier soir, le jardin secret. » Oh, Sophie sortit le livre usé de son sac. « Je suppose, si votre papa est d'accord. » Mark hocha la tête sans la quitter des yeux. « C'est d'accord. » Sophie s'assit sur le tapis épais, à une distance respectueuse du lit, mais assez près pour qu'il l'entende. Elle ouvrit le livre au premier chapitre. Elle s'appelait Mary Lennox. Commença-t-elle sa voix gagnant en assurance. Lorsqu'on l'envoya vivre chez son oncle à Misselthwaite Manor, tout le monde disait que c'était de la plus désagréable des enfants qu'on eût jamais vue. Mark regardait. Il regardait son fils habituellement si replié, si nerveux se détendre visiblement. Les yeux de David étaient fixés sur Sophie, son corps se déroulant de sa posture défensive. Il écoutait, vraiment. Et Mark écoutait aussi. Il écouta l'histoire d'une enfant solitaire et mal aimée découvrant un jardin caché, et en même temps découvrant qui elle était. Il regarda Sophie, cette fillette, qui semblait porter en elle son propre jardin secret de force et d'honneur, hérité d'un soldat qu'il n'avait jamais connu. Il regarda Hélène, qui silencieusement versait du café pour lui les mains sûres et calmes. C'était une femme bien. Et lui, il la payait pour nettoyer ses toilettes. Il ne lui avait jamais demandé son nom. Une réalisation lourde, presque nauséeuse, s'imposa à lui. Il n'était pas le maître de cette maison. Il en était le prisonnier. Prisonnier d'un monde de surface, de nourrices indifférentes et d'une sœur qui gérait sans jamais ressentir. Il était, pensa-t-il, aussi enfermé que les enfants du roman. Le charme fut brisé par le claquement net de talons dans le couloir. La porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Jessica Copeland apparut sur le seuil, le visage figé dans une politesse glaciale, pleine de fureur contenue. Elle portait un tailleur crème impeccable, tenait une mallette noire d'une main et une chemise cartonnée de l'autre. « Enfin, Mark, » dit-elle d'une voix coupante comme l'acier. « J'essaie de te joindre depuis ce matin. Le comité du gala est en ébullition. Tu as tout simplement disparu. » « J'étais avec mon fils Jessica, » répondit Mark d'un ton plat. Il se leva. La chaleur fragile de la pièce s'évanouit aussitôt. « Oui, je vois ça. » Le regard de Jessica balaya la scène. Elle prit note du plateau de nourriture d'Hélène, versant le café, et de Sophie assise par terre avec un livre. Ses lèvres se tordirent en un mince sourire de mépris, à peine perceptible. « Comme c'est chaleureux !» dit Jessica d'une voix pleine d'ironie. « Que veux-tu, Jessica ?» demanda Mark lasse. « Ce que je veux, » répondit-elle, « c'est protéger cette famille. » Te protéger de tes propres pires impulsions, apparemment. Elle entra dans la pièce d'un pas assuré et posa la chemise cartonnée sur la table basse directement sur le chéquier ouvert de Mark. « J'ai pris la liberté. » dit-elle d'une voix assez forte pour qu'Hélène et Sophie entendent chaque mot. « De demander à mon avocat de faire quelques recherches hier soir sur nos invités. » Hélène, qui tenait la cafetière, la reposa brusquement. Le métal tinta contre la porcelaine. «
Sa main se porta à sa bouche. « Jessica, ça suffit, » avertit Mark. « Ah oui, » répliqua-t-elle sèchement. « Tu t'apprêtes à signer un chèque pour on ne sait quelle somme à une femme que tu ne connais pas, sur la base d'une histoire racontée par une fillette de 10 ans. Je te croyais meilleur homme d'affaires que ça, Mark. » Elle tapota la chemise du bout des doigts. « Ou alors, tu aimes bien l'histoire. »« Qu'y a-t-il dans ce dossier? » demanda Mark, sa voix soudain dure. « La vérité, » répondit Jessica. « Quelque chose que ces gens semblent trouver. Flexible. » Elle sortit une feuille. Hélène Moreau, veuve un enfant Sophie. Aucun casier judiciaire, rien d'excitant. Puis elle en tira une deuxième. Mais l'histoire marque. Le héros de guerre, le capitaine, voilà où ça devient intéressant. Sophie, figée sur le tapis, se leva d'un bond. « Arrêtez, » souffla-t-elle. « Ne parlez pas de lui. »« Oh, je vais en parler, » dit Jessica avec un sourire mince et cruel. « Il n'existe aucun capitaine Michel Moreau. Pas un qui ait combattu dans les montagnes. Pas un qui ait reçu la médaille dont tu te vantes. » Hélène parut frappée de plein fouet. « C'est un mensonge. »« Vraiment, » ricana Jessica en jetant la feuille sur la table. Il était simple soldat commis de ravitaillement, en poste dans une base d'entraînement en Bretagne pendant tout son service. Il n'a jamais quitté le pays. Il n'a jamais vu le combat. Il a été démobilisé honorablement, certes, pour instabilité nerveuse. Ce n'était pas un héros, Mark. C'était un commis. Les mots restèrent suspendus dans l'air lourd et venimeux. Le visage de Sophie était d'une pâleur de craie. Non, non, ce n'est pas vrai. C'était un héros. Il a sauvé un homme. Il racontait des histoires, ma chère, dit Jessica d'un ton de fausse compassion. C'est ce que font ces hommes-là. Ils s'inventent un passé pour masquer une vie ratée. C'était un commis frustré qui a menti à sa famille. Et sa famille, apparemment... Elle lança un regard venimeux à Hélène. A décidé d'utiliser ses mensonges pour s'attirer la pitié et grimper un peu dans la société. « Comment osez-vous » murmura Hélène, tout son corps tremblant. « Je suis une femme pratique » répliqua Jessica. « C'est moi qui protège cette famille des profiteurs et des menteurs. C'est moi qui maintiens l'ordre. » Elle se tourna vers Mark triomphante. « C'est une fraude, Mark. Toute l'histoire est un mensonge. Une mise en scène pour t'attendrir et t'amener à signer ton chèque, et tu es tombé dans le piège. » Mark regarda le papier, puis le visage satisfait de sa sœur, puis Hélène en larmes humiliée. Enfin, il regarda Sophie. Elle ne pleurait pas. Ses petits poings étaient serrés le long de son corps. Ses yeux bleus brûlaient d'un feu presque effrayant. « C'est vous la menteuse, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Sophie, tais-toi, » sanglota Hélène en saisissant son bras. « On s'en va, tout de suite. »« Non, » dit Mark. Sa voix grave et profonde fit taire toute la pièce. Il ne regardait ni les papiers ni sa sœur. Il regardait Sophie. « Mark, » commença Jessica, « ne sois pas idiot. Les preuves sont claires. » « J'ai dit non, » répéta Mark. Il s'avança vers la table basse, prit la chemise et sans l'ouvrir la jeta dans la cheminée. Les flammes léchèrent les bords, les pages brunirent. « Qu'est-ce que tu fais ?» hurla Jessica. « C'était la preuve. »« Je n'ai pas besoin de preuves, » répondit Mark en se tournant vers elle. « J'ai mon fils endormi et en bonne santé dans ce lit. J'avais une nourrice à 6 chiffres qui l'a laissé geler. Et j'ai une fillette de 10 ans qui m'a dit on ne se fait pas payer pour le devoir. » Il désigna le dossier en train de brûler. « Je me moque de ce qu'il y avait là-dedans. Qu'il ait été capitaine ou simple soldat, qu'il ait combattu dans les montagnes ou derrière une machine à écrire, cela n'a aucune importance. »« Comment peux-tu dire que cela n'a pas d'importance ?» s'écria Jessica, la voix brisée. « Parce qu'il lui a appris, » répondit Mark en désignant Sophie. « Peu importe qui il était,
Ou ce qu'il a fait, il a appris à sa fille, qu'il a appris à la sienne l'honneur. Il lui a appris qu'on ne laisse pas un homme gelé, qu'on partage sa couverture. Il lui a appris quelque chose que toi et moi, sa voix se fit rauque chargée de honte, n'avons apparemment jamais compris. Il s'approcha encore son regard dur. On ne peut pas acheter ça, Jessica, et on ne peut pas le feindre. Jessica serra sa mallette le visage froid. Tu commets une terrible erreur, dit-elle d'une voix basse et menaçante. Non, répondit Marc calmement. Mon erreur, c'était de laisser cette maison être dirigée par une commis. Quelqu'un qui gère les comptes, mais ne comprend rien à ce qui a de la valeur, dit Marc d'une voix froide. Il se tourna vers Hélène, qui le fixait stupéfaite. Hélène, je vous présente mes excuses, dit-il sincèrement. Je m'excuse pour la cruauté de ma sœur. Je m'excuse pour tout cela. Cela ne se reproduira plus. Puis il se tourna vers Jessica. C'est terminé, Jessica. Tes services ne sont plus requis. Prépare tes affaires. Tu quitteras ma maison avant midi. Le visage de Jessica Copeland s'effondra. Le masque triomphant se brisa, révélant une peur nue et béante. Marc, non, tu ne penses plus pas ce que tu dis. C'est ma maison. C'est ma maison, rectifia Marc calmement. Et celle de mon fils. Et tu nous as trahis tous les deux. Tu es exactement comme Madame Lefebvre. Tu as vu un problème. Et tu as détourné les yeux. Pire encore, tu as attaqué celle qui l'a résolu. Sors d'ici. Jessica le fixa la bouche ouverte, incapable de répondre. Son regard se posa sur Hélène, puis sur Sophie. La haine dans ses yeux était pure sans filtre. Elle ne dit rien. Elle se retourna le dos raide et quitta la pièce. Le claquement de ses talons résonna dans le couloir, un son sec de défaite finale. Marc expira lentement comme s'il relâchait des années de tension. Il se tourna vers la pièce. Hélène essuyait ses larmes d'un geste tremblant. David, assis dans le lit, regardait la scène sans comprendre. Et Sophie marchait vers la cheminée. Elle s'agenouilla. Le dossier n'était plus qu'un carré noir et bouillonnant. Elle le contempla, le visage indéchiffrable. « Maman ?» demanda-t-elle d'une voix très douce. « Oui, ma chérie. C'est vrai ce qu'elle a dit sur arrière-grand-père. » Le cœur d'Hélène se brisa. Elle s'agenouilla à côté d'elle et la serra dans ses bras. « Oh, Sophie, c'est compliqué. » Alors, il n'était pas capitaine, murmura Sophie, la première larme, traçant une ligne sur sa joue poussiéreuse. Non, ma puce, il ne l'était pas, admit Hélène, la voix épaisse de honte ancienne. Il était commis, et il était nerveux. La guerre l'effrayait. Il n'est jamais parti au front. Alors, l'histoire. La tempête, le soldat. Hélène prit une profonde inspiration et regarda sa fille dans les yeux. L'histoire était vraie, mais elle ne s'est pas passée dans les montagnes. Elle s'est passée à Paris pendant le grand hiver de 1952. Il n'était pas soldat. Il était bénévole dans un refuge. Et l'homme qui l'a sauvé n'était pas un soldat, mais un sans-abri. Mais il l'a bien sauvé. Il a veillé sur lui toute la nuit. Il a partagé sa chaleur. Le reste de la partie sur le général, c'était une histoire qu'il se racontait à lui-même, pour se sentir courageux. Sophie resta silencieuse, digérant chaque mot. L'image grandiose de son héros l'homme, à l'uniforme impeccable, se dissout doucement. Elle fut remplacée par un petit homme nerveux, dans un refuge glacé, partageant une couverture avec un inconnu. Elle leva les yeux vers sa mère. « Il était quand même un héros, n'est-ce pas? »« Oui, ma chérie. » sanglota Hélène en la serrant fort. « Oui, il l'était. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. » Marc Copeland se tenait près de la fenêtre les regardant. Il venait de renvoyer sa sœur, de bouleverser sa vie entière et de défendre une histoire qui venait d'être reconnue comme inventée. Et pourtant, pour la première fois de son existence, il sentit qu'il avait fait exactement ce qu'il fallait. Le silence retomba sur la pièce.
Le seul son était le crépitement du feu qui dévorait les restes du dossier de Jessica et les sanglots étouffés d'Hélène, serrant sa fille. Marc se tenait toujours près de la fenêtre. La lumière du matin baignait son visage. Il paraissait fatigué, vieilli, mais la dureté de ses traits s'était adoucie. Pour la première fois, il avait l'air en paix. Il se retourna. Hélène était agenouillée, les bras autour de Sophie, qui fixait encore les flammes, le visage mouillé de larmes et de suie. « Hélène, » dit Marc doucement. Elle leva les yeux, les siens rouges et gonflés. Elle tenta de se composer, de se relever, de redevenir la gouvernante invisible. « Monsieur Copeland, nous allons préparer nos affaires. Je suis désolé pour le mensonge, pour tout. »« Il n'y a pas eu de mensonge, » dit Marc. Hélène et Sophie le fixèrent interdite. « Mais je vous l'ai dit, » murmura Hélène. « Il était commis. Il a inventé l'histoire du capitaine. C'était un conte. Il a raconté une histoire de héros, » dit Marc en s'approchant. Il s'agenouilla, un geste si étranger à sa nature que ses genoux craquèrent. Il se retrouva à la hauteur de Sophie. « Et cette histoire, poursuivit-il, a rendu son arrière-petite-fille assez courageuse pour sauver la vie de mon fils. Ce n'est pas un mensonge, Sophie. C'est un héritage. Une histoire si forte qu'elle devient vraie. » Sophie regarda sa mère, puis cet homme puissant qui désormais ne paraissait plus redoutable. Il paraissait simplement triste. « Ton arrière-grand-père était un héros, » dit Marc doucement. « Peu importe son grade. Peu importe que la bataille se soit déroulée dans les montagnes ou dans un refuge, » dit Marc doucement. Il a vu quelqu'un qui avait froid. Il a partagé sa couverture. C'est le début et la fin de l'histoire. Tu comprends. Sophie hocha la tête, un petit mouvement tremblant. Bien. Marc se releva et se tourna vers Hélène. Ma sœur est partie. Madame Lefebvre aussi. Mon fils est en sécurité. Cette maison est un désastre, Hélène. C'est un lieu froid, parfaitement géré, mais vide. Et ça fait des années que c'est comme ça. Je l'ai dirigé comme Jessica sur le papier avec des chiffres. Il fit un geste autour de la pièce, ce grand salon magnifique et sans vie. Je n'ai pas besoin d'une gouvernante. J'en ai des dizaines. Elles dépoussièrent tels astiques, et elles auraient laissé mon fils gelé comme Madame Lefebvre, parce qu'elles ont peur. Peur d'enfreindre une règle. Peur de Jessica. Monsieur, je ne comprends pas, dit Hélène. Je vous offre un nouveau poste, répondit Marc. Non, je ne vous le propose pas, je vous en supplie, restez. Je veux que vous dirigiez cette maison, pas comme gouvernante, mais comme intendante générale. La mâchoire d'Hélène se relâcha. Monsieur May, c'était le poste de votre sœur. C'est une fonction de direction. Elle gère le budget, le personnel, tout. Et vous pensez ne pas en être capable? Demanda Marc calmement. Je nettoie les sols. J'ai juste un diplôme du secondaire. Et pourtant, dit Marc d'une voix ferme, vous avez élevé une fille de 10 ans qui a plus de courage, d'honneur et d'intelligence pratique que tout mon conseil exécutif réuni. Vous l'avez élevée avec cette histoire, l'histoire du devoir. C'est ce que je veux ici. C'est ce que je veux comme nouvelle règle, le devoir et la compassion, pas la peur. Le salaire sera le triple de ce que ma sœur se versait. Et bien sûr, vous et Sophie vivrez ici dans cette aile. Elle est chauffée. Hélène le regarda sans voix. On lui offrait une vie nouvelle, une vie de sécurité, de dignité. « Mais monsieur Copeland, » dit-elle enfin, la peur tremblant encore dans sa voix, « votre sœur, elle ne partira pas ainsi. C'est votre famille. » « Non, » répondit Marc en regardant David, qui les observait de ses grands yeux sombres. « Lui est ma famille. Vous et Sophie, vous avez sauvé ma famille. Ma sœur n'est qu'une personne à qui je suis apparenté. » Il tendit la main non pas comme un patron, mais comme un partenaire. « Voulez-vous m'aider, Hélène? Voulez-vous m'aider à faire de cette maison un foyer? »
Hélène regarda sa fille. Sophie, le visage plus clair, hocha lentement la tête ferme et assurée. Hélène prit la main de Marc. « Oui, monsieur Copeland, je le veux. » Plus tard ce jour-là, Marc était assis seul dans son vaste bureau silencieux. L'adrénaline de la confrontation était retombée, ne laissant que les décombres froides de sa vie. Il avait renvoyé sa sœur. Il avait en quelque sorte adopté la famille de sa gouvernante. Son téléphone vibra. C'était de son avocat. « Marc, qu'est-ce qui se passe, bon sang? » grésilla la voix à travers le combiné. « Jessica vient de m'appeler. Hystérique. Elle dit que tu as perdu la tête. Elle menace de contester sa révocation de la société familiale. Elle invoque ton instabilité mentale. » Marc s'adossa dans son fauteuil de cuir. Il regarda par la fenêtre, le ciel était d'un bleu clair et glacé. « Elle peut essayer, Robert, » dit-il d'une voix parfaitement calme. « Envoie-lui un chèque de départ généreux et joins-y la facture du Dr Evans et une copie des images de la caméra de la chambre de David. » « Les images ?» demanda l'avocat après un silence. « Celles où Madame Lefebvre abandonne mon fils malade dans une pièce à 15 degrés, la pièce que ma sœur était censée faire réparer. » Un long silence suivit. « Ah, » fit enfin l'avocat. « Je vois. Cela change un peu le récit de l'instabilité. » « Oui, » dit Marc. « Exactement. Occupez-vous-en. » Il raccrocha. Il connaissait Jessica. C'était une manipulatrice, mais pas une idiote. Elle ne prendrait pas le risque de voir ces images rendues passées publiques. Elle prendrait l'argent et disparaîtrait. Le second combiné sonna. C'était le chef de la sécurité. « Monsieur, vous m'aviez demandé un rapport sur un certain soldat Michel Moreau, service militaire de 1950 à 1953. »« Oui, » répondit Marc. Le rapport de Mademoiselle Copeland était sommaire, un simple résultat d'archives. Elle avait raison sur les faits, c'était un commis d'intendance au fort de Saint-Louis. Il n'a jamais été déployé. Il a été réformé pour ce qu'on appelait alors une névrose d'anxiété, aujourd'hui un trouble anxieux sévère. « Continuez, » dit Marc. « Mais j'ai creusé comme vous me l'avez demandé, monsieur. Son instabilité ne venait pas du combat. Il était inapte parce qu'il avait une conscience. Il a déposé 3 plaintes officielles contre son supérieur pour avoir vendu des couvertures, des bottes et du matériel médical sur le marché noir du matériel destiné aux nouvelles recrues. On l'a éliminé. Ses supérieurs l'ont traité de fauteur de troubles et l'ont fait radier pour raisons médicales. Mais il disait la vérité. Le responsable a été condamné 2 ans plus tard. » Marc ferma les yeux. Cet homme était donc un héros. Pas un simple commis, un lanceur d'alerte. Il avait sacrifié sa carrière modeste par devoir. « Et l'histoire de la tempête, monsieur, » reprit le chef de la sécurité. « Nous l'avons retrouvé. Un vieil article du Tacoma News Tribune. Bénévole local, sauve un homme démuni. » C'était lui. Il travaillait au refuge de la Trinité. Lui et un sans-abri, un ancien combattant, avaient été piégés lorsqu'une canalisation avait éclaté et que la chaudière était tombée en panne. On les avait retrouvés le lendemain matin, blottis sous une seule bâche. Exactement comme la fillette l'avait raconté. Marc ressentit un profond respect douloureux pour un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Un homme que le système avait brisé pour avoir été honnête, mais qui avait continué à l'être malgré tout. « Merci, » dit Marc d'une voix épaisse. « C'est tout. » Il resta un instant assis, puis quitta son bureau. Il n'alla pas dans la salle du conseil. Il ne consulta pas les marchés. Il se rendit dans l'aile sud à la suite des invités, qui n'était plus une suite d'invités, mais sur son ordre la nouvelle résidence permanente de Madame Moreau et de sa fille. Il frappa. Sophie ouvrit la porte. « Bonjour, monsieur. »« Sophie, » dit-il doucement. Il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Hélène était au téléphone, gérant calmement le personnel de cuisine. David, assis sur le tapis, faisait ses devoirs. « Papa, » dit-il en se levant d'un bond. « Regarde, Sophie m'apprend à dessiner la carte du jardin secret. » Marc regarda. C'était un dessin d'enfant, plein de charme représentant des murs et des jardins. « Je vois ça. »
dit-il avec un sourire. Il s'agenouilla. Il devenait bon à cela. Sophie, j'ai une confession à te faire. J'ai fait ce que ma sœur a fait. J'ai enquêté sur ton arrière-grand-père. Hélène raccrocha aussitôt le visage tendu d'inquiétude. Sophie, elle le regardait simplement, attendant la suite. Ta mère avait raison, dit Marc. Il était commis, mais il était aussi un héros. On l'a renvoyé de l'armée, parce qu'il avait essayé d'empêcher un homme malhonnête de voler du matériel destiné à d'autres soldats. Il a choisi son devoir plutôt que sa carrière. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était de la fierté. Et l'histoire du refuge, continua Marc, elle était vraie, tout entière. C'était un homme bon, Sophie, très bon. Il n'avait simplement pas un grand grade. C'était un général, murmura Sophie en essuyant ses yeux, dans son cœur. Oui, dit Marc, il l'était. À cet instant, Marc sentit tout le poids écrasant de sa propre richesse. Il pouvait tout acheter des entreprises, des politiciens, mais pas un héritage comme celui-là. Mais il pouvait l'honorer. 3 semaines plus tard, la maison était méconnaissable. Le personnel autrefois terrorisé par la langue acérée et les règles absurdes de Jessica demeurait discret, mais il n'avait plus peur. Madame Moreau. Hélène était ferme mais juste. Elle connaissait leurs prénoms, leur famille. Elle gérait la maison non pas comme une machine, mais comme une communauté. David, lui, s'épanouissait. La pneumonie n'était plus qu'un souvenir. Sa nouvelle tutrice engagée par Hélène était une femme âgée, douce et patiente, spécialiste de l'apprentissage créatif. Lui et Sophie étaient inséparables. Ils faisaient leurs devoirs ensemble dans la vaste bibliothèque. Ils exploraient les jardins. Le petit garçon, fragile et silencieux, apprenait à rire. Mark Copeland avait changé lui aussi. Il n'avait assisté à aucun gala. Désormais, il rentrait chaque soir à 17h et précises. Un après-midi, il rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva Hélène, Sophie et David dans la petite serre, une pièce vitrée remplie d'orchidées hivernales. « Sophie, dit-il avec un sourire, j'ai quelque chose pour toi. » Il ne tenait pas de chéquier. Il portait un grand objet plat enveloppé de velours. « Ceci, dit-il, n'est pas un paiement ni une récompense, c'est une reconnaissance. » Il ôta le tissu. C'était une grande plaque de bronze. En haut, on pouvait lire « Fondation Caporal Michel Moreau pour le devoir civique. » À la mémoire du caporal Michel Moreau, 1928-1935. Un homme qui a compris que le véritable honneur et déshonneur ne se trouve ni dans le grade, ni dans le titre, mais dans le courage de faire ce qui est juste et dans la compassion de partager sa couverture avec ceux qui ont froid. Cette fondation est dédiée à la rénovation et au financement des refuges de Paris afin que plus personne ne soit laissé dans le froid. Financée par la Fondation Copeland. Sophie lut les mots sa main portée à sa bouche. L'ancien refuge de la Trinité a été démoli il y a des années, expliqua Marc d'une voix douce. Nous en construisons un nouveau à son nom, le vrai lui, pour que son histoire, sa véritable histoire ne soit jamais oubliée. Hélène pleurait à cœur ouvert, les mains serrées contre sa poitrine. Sophie s'avança. Elle effleura du bout des doigts les lettres froides et en relief du nom de son arrière-grand-père. Puis elle leva les yeux vers Mark Copeland. « Il aurait aimé ça, » dit-elle avec une grâce grave d'adulte. « Il aurait aimé que vous disiez la vérité. Merci, monsieur Copeland. »« Non, Sophie, » répondit Marc en la regardant et en regardant son fils debout à côté d'elle souriant. « Merci à toi. » Ce soir-là, un feu brûlait dans la bibliothèque. Marc, David, Hélène et Sophie étaient tous là. Hélène lisait le journal. Marc était censé relire un rapport de fusion, mais David interrompit le silence. « Papa, tu nous lis une histoire. » Marc leva les yeux surpris. « Moi. »« Oui, dit Sophie. On a fini le jardin secret.
On commence un nouveau livre. Elle leva un volume épais. L'île au trésor. Marc regarda le livre. Il regarda les pages denses. Il n'avait jamais lu un conte pour enfants à voix haute. Je ne suis pas très doué pour ça, dit-il. Ce n'est pas grave, répondit David en venant s'asseoir sur le tapis à ses pieds. Il faut juste essayer. Mark Copeland, milliardaire philanthrope, maître du monde des affaires, posa son rapport de fusion sur le sol. Il prit le livre des mains de Sophie. Il s'éclaircit la gorge, la voix un peu maladroite. Chapitre 1er. Le vieux loup de mer à l'auberge de l'amiral Benbow. Sa voix était d'abord raide mécanique. Il lisait les mots, mais pas encore la musique. Puis il leva les yeux vers les deux enfants, leurs visages baignés par la lumière du feu. Il se détendit. Il se souvint de l'histoire que son chef de la sécurité lui avait racontée, un homme nerveux, dans un lieu sombre et glacé, qui racontait des histoires toute la nuit pour maintenir un inconnu en vie. Mark inspira profondément. Il changea sa voix pour incarner Billy Bones. Il imit un grondement de pirate. David éclata de rire. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Mark Copeland sourit et continua à lire. Il ne jouait plus un rôle. Il n'était plus le patron. Il n'était plus l'hôte. Il était simplement un homme. Il était un père. Et dans cette pièce chaude éclairée par le feu, entouré de sa petite famille étrange et nouvelle, il partageait enfin sa couverture. Et c'est ainsi que nous les laissons dans la chaleur de cette pièce illuminée par les flammes. J'espère qu'en partageant cette histoire, elle vous aura offert un instant pour vous éloigner du quotidien et vous rappeler que le plus petit geste de bonté, comme partager une couverture dans une chambre froide, peut être le déclencheur du plus grand des changements. J'aimerais savoir ce que vous faisiez en écoutant cette histoire. Étiez-vous installé avec une tasse de thé ou simplement en train de savourer un moment de calme? Laissez un mot dans les commentaires, je les lis tous. Et si vous souhaitez que nos chemins se recroisent, un simple « j'aime » ou un abonnement fait une grande différence. Merci d'avoir passé ce moment avec moi.